Alors, nos deux intervenants sont Madame Agnès Bergeon, qui est secrétaire générale de l'Intermif, et qui va donc nous parler à partir du travail qui est fait par les missions locales et de leur rôle dans le système de l'insertion, des maisons de l'information et de l'emploi, de voir comment on informe et comment on accompagne les projets, et aussi comment ces structures prennent leur place dans le nouvel environnement institutionnel et opérationnel. Et puis, Monsieur Régis Guillemette, qui est chargé de mission au CARIF, qui a bien voulu remplacer Madame Belmont, la directrice de l'espace compétences, qui est aussi le secrétariat permanent du CREFOP en PACA, et en particulier qui a la responsabilité du système de l'orientation, puisque nous avons une région où on a créé, ça a été un des premiers actes posés par le CREFOP, un SRPO, un service régional public de l'orientation. Donc voilà deux introductions complémentaires. Alors peut-être d'abord, en négligeant la préséance liée au genre, j'ai demandé à Monsieur Guillemette de peut-être nous présenter justement ce système d'orientation qui se met en place et de son rôle. Oui, donc le CARIF Espace Compétences, c'est un centre de ressources régional qui a une mission aujourd'hui d'accompagner la politique publique en matière sur le champ emploi, formation et insertion professionnelle. Et à ce titre, il travaille sur trois ou quatre grands chantiers. La mise en place du service public régional d'orientation, vous l'avez évoqué, mais aussi le recensement de l'offre de formation. On l'a évoqué aussi avec la difficulté aujourd'hui de la multiplication du nombre d'offres de certification, avec tout ce qui est lié au répertoire national, mais aussi à l'inventaire, et puis maintenant à CLEA, qui est le socle de connaissances et de compétences. Et puis on assure effectivement le secrétariat permanent du CREFOP, qui est la coordination régionale de l'emploi, formation et orientation professionnelle. Donc l'orientation professionnelle, aujourd'hui, est inscrite depuis 2014 dans la gouvernance. Et ce qui doit nous amener plus tard à réfléchir aussi, c'est une invitation à la coopération entre l'appareil de formation et l'appareil d'orientation. Parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir une gouvernance au niveau régional et puis sur le terrain, effectivement, aucun acte et aucun développement. Je voudrais en préalable revenir sur un élément, parce que nous vivons quand même depuis plus de 10 ans sur une révolution qui nous a amené à construire un triangle. Alors je ne sais pas s'il est vertueux, mais en tout cas il est opérationnel, parce qu'il part d'une idée simple de rassembler en ses sommets des idées forces. Et la première idée, c'est bien, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la VAE, c'est le principe même d'une certification tout au long de la vie. Et déjà en 2002, et au-delà effectivement de cette certification, c'est bien reconnaître le caractère formateur du travail. Et là, je crois que c'est quelque chose d'important, parce que ça a bouleversé aussi l'appareil de formation. C'est dire aussi qu'à un moment donné, le travail était formateur, et vous avez évoqué tout à l'heure l'entreprise apprenante. Et je crois que c'est le premier élément. Puis en 2004, ce concept de formation tout au long de la vie est apparu. Et cette formation tout au long de la vie permet effectivement, dans l'esprit de la loi, de permettre à toute personne, tout citoyen, d'augmenter son niveau de qualification. Et je crois que ça, c'est aussi une évolution et une volonté de promotion sociale. Et puis en 2009 est apparue l'orientation tout au long de la vie, avec une obligation d'information, mais c'est aussi l'orientation toute la vie. Et donc, effectivement, le triangle est formé autour, effectivement, d'une volonté de se dire, maintenant, nous avons les éléments pour naviguer tout au long de notre parcours et notre trajectoire professionnelle. Et je crois que là, c'est quelque chose qui ne date pas de la réforme de 2014, mais qui a été amené déjà depuis une dizaine d'années, et qui bouleverse parce qu'elle révolutionne. Elle révolutionne les organismes de formation, mais aussi les organismes d'orientation. Elle révolutionne aussi le public, les usagers. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, derrière cette formation tout au long de la vie, c'est libéraliser le système de formation. Le système de formation d'orientation est libéral en France. Il n'est plus lié effectivement à une volonté effectivement publique d'accompagner les personnes, mais c'est à la personne d'être au cœur d'un système. Et c'est pas simple.
Et c'est pas simple. Et c'est pas simple aussi pour un organisme de formation, un organisme d'accompagnement ou d'insertion, de trouver les outils, les moyens d'accompagner les personnes dans leur individualité ou dans leur singularité. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans des segmentations de public, des segmentations de métiers. On est encore dans ce qu'on appelle les tuyaux d'orgue. Donc cette volonté a mis en évidence un terme qu'on emploie aujourd'hui, qui est le mot accompagnement. Hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Accompagnement au sens large et au sens noble du terme. Hein. Accompagnement dans le projet de validation, on l'a évoqué, mais ça veut dire que ça pose la question de l'accompagnement du projet de validation vers l'accès à la certification, la VAE étant un moyen. Mais le projet initial, c'est bien d'accéder à la certification. Mais ça pose aussi la question de l'accompagnement dans l'entreprise, puisque reconnaître le caractère formateur du travail, c'est donner les moyens aussi à la personne de pouvoir, je dirais, faire preuve de son réel professionnel. Et s'il n'est pas accompagné effectivement dans l'entreprise, s'il n'y a pas un référent, alors il y a effectivement différents modèles, je crois qu'il y a vraiment un enjeu. Il y a un enjeu aussi pour la formation tout au long de la vie, puisque ça re-questionne le métier de formateur. Il n'est pas simplement que dans la transmission, mais aussi dans l'accompagnement. On a parlé beaucoup d'accompagnement du formateur, mais là c'est dans l'accompagnement, dans la traduction aujourd'hui du projet de la personne. En quoi le projet de formation aujourd'hui a du sens et fait sens dans le projet de la personne. Les projets effectivement de vie, et on est au-delà effectivement, je dirais, d'une simple relation formation et puis emploi. Et puis, effectivement, le métier d'orientation aussi a évolué, puisqu'on n'est pas simplement que dans la délivrance d'une prestation, hein, mais effectivement, on est dans la volonté d'accompagner les personnes dans une trajectoire, de sécuriser, on a parlé des parcours, parce que ça favorise effectivement la sécurisation des parcours. Et on le verra tout à l'heure, la mise en place du conseil en évolution professionnelle est une réponse aujourd'hui supplémentaire à cette volonté de sécurisation des parcours. Derrière une idée force aussi, qui n'est plus l'action en direction de l'emploi, mais de l'employabilité des personnes. Et je crois que ça, c'est un terme important, parce que derrière l'employabilité, ça re-questionne aussi l'appareil de formation, l'appareil d'insertion et d'orientation, sur la question de qu'est-ce qu'on valorise chez la personne. Et pas simplement que le savoir ou la connaissance, mais aussi le savoir-être, dans sa capacité à se remobiliser et à être réellement, je dirais, l'acteur de son parcours professionnel. Donc on voit bien qu'il y a des changements aujourd'hui qui questionnent le métier, qui questionne l'environnement de la formation et de l'orientation. Et effectivement, la réforme de 2014, je dirais, a alimenté cette boîte à outils, hein, puisqu'il y a le fameux CPF qui est arrivé, et au-delà, effectivement, de la difficulté du CPF dans l'éligibilité des listes, et dans un exemple, à peu près 10 000 aujourd'hui références RNCP, on est à 36 000 par rapport au CPF. Donc on voit bien qu'il y a aussi une multiplication aujourd'hui de la référence, donc une difficulté aussi pour l'usager et le professionnel de s'y retrouver. Mais derrière le CPF, c'est bien la dimension universelle qui est intéressante. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va accompagner la personne dans un compte permanent de formation, permanent, qui va permettre de guider. Sauf que la personne, si elle a une carte vitale ou une carte bleue, si elle n'est pas accompagnée effectivement dans l'utilisation, elle ne l'utilisera pas, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites dans leur compte CPF, mais qui ne l'utilisent pas aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser, et surtout, qu'est-ce que ça va leur apporter effectivement dans un avenir à court et à moyen et à long terme. Et puis effectivement, l'offre de formation qui s'est élargie dans le souci d'employabilité. On n'est plus effectivement sur la formation, la certification, comme, je dirais, élément déterminant à l'emploi, mais effectivement comme des éléments complémentaires qui permettent effectivement à la personne de continuer tout au long de sa vie à se former. D'où l'interrogation des organismes de formation, c'est-à-dire qu'on a parlé de modélarisation, on a parlé de petites périodes de formation. Je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler aussi pour accompagner les personnes. Et puis ce fameux conseil en évolution professionnelle qui aujourd'hui se met en place progressivement, difficilement, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais qui a au moins le mérite. La réforme de 2014 a reconnu officiellement le FONGECIF et les OPACIF de branche comme un des acteurs
de l'orientation professionnelle dans l'entreprise et pour les salariés. Et je crois que ça, c'est important parce que le SPO précédent, du 2009, n'avait pas reconnu effectivement les acteurs de l'orientation pour les salariés. Donc on voit bien l'évolution, on voit bien les enjeux. Derrière ces enjeux de sécurisation, il y a des enjeux effectivement de coopération, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut sécuriser aussi, il me semble, les professionnels qui interviennent. Parce qu'effectivement, ils sont un peu désarmés. Ils n'ont pas forcément envie d'évoluer ou de changer, ou c'est difficile. Hein, la culture du changement, c'est difficile. Et je crois qu'on doit accompagner les professionnels. Je pense qu'il y a une volonté de coopération. Alors, il y a des choses qui se font. Donc, on parlait du SPRO en région. Le service public régional d'orientation s'est mis en place. La région, on est le chef de file. Et à l'initiative de la région, il y a un certain nombre de dispositifs territoriaux qui vont se mettre en place. Hein, des espaces territoriaux du SPRO qui souhaitent favoriser la coopération interprofessionnelle autour, effectivement, d'échanges de pratiques, autour des questions d'orientation, autour de la professionnalisation, parce que la question de la professionnalisation est importante aussi. Ce n'est pas de faire, je dirais, un cadre commun d'intervention, mais c'est de travailler sur une culture commune, et c'est pas facile. Et effectivement, par le biais de cette coopération, je pense qu'il y a des choses à mettre en œuvre. Il y a des coopérations, je pense, à faire aussi avec les organismes de formation. On ne peut pas demander aux organismes de formation d'avoir une responsabilité aujourd'hui dans le cadre de l'orientation des publics s'ils ne sont pas associés, effectivement, à la réflexion régionale de l'orientation, et s'ils ne sont pas associés effectivement avec les acteurs qui interviennent directement sur un premier niveau de conseil ou un deuxième niveau de conseil de l'AIO pour effectivement travailler de concert pour sécuriser ce parcours, parce qu'effectivement on agit effectivement pour l'individu. Donc il y a vraiment des choses, et nous on a testé aussi des coopérations entre publics aussi, hein, sur notamment un objet de travail qui est compliqué, c'est l'appropriation de l'information socio-économique. Hein, pour mieux s'orienter, comment s'informer, comment traduire cette information. Et autour d'ateliers, on a mis en expérimentation. Hein, on a fait travailler des usagers ensemble et ils ont coopéré ensemble pour trouver des solutions ensemble. Donc je pense que le mot coopération aujourd'hui a son sens. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci. Alors peut-être une illustration d'intervention ou de nouvelle intervention demandée au MIF, au réseau de ces maisons d'information sur la formation et sur l'emploi aujourd'hui. Comment permettre aux salariés et aux parties prenantes de se saisir et de résoudre une partie des questions qui leur sont posées ou des nouveaux droits qui sont ouverts? Bonjour à tous. Donc, très rapidement, notre réseau a été créé en 82. Donc, c'est pas le réseau des missions locales, mais la même année que les missions locales, mais donc orienté sur les adultes. Hein. Donc, la question était comment, par l'information des adultes, on pouvait les accompagner dans leur parcours professionnel. Et l'expérimentation voulue par le ministère du Travail de l'époque a montré que, certes, il fallait les informer, mais il fallait aussi les accompagner. Et c'est là qu'on a mis en place ce concept de guidance professionnelle personnalisée. Et les MIF sont marqués par cette posture. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de travailler avec Henri Desroches. Donc c'est vrai que la proximité qu'on a avec le collège coopératif, c'est Henri Desroches qui nous a... on a travaillé avec lui dans les dernières années de sa vie, entre 90 et 94. Et c'est lui qui nous a donc transmis donc sa pédagogie, sa maïotique du sujet, au travers de l'autobiographie raisonnée qu'on a intégrée complètement dans notre pédagogie de l'orientation. Donc on a intégré Desroches, on a intégré aussi Feuerstein sur les pédagogies de la médiation, et puis évidemment on était rogérien au départ. Donc je dirais que ce triptyque-là c'était pour nous une tentative de réponse à la question comment dynamiser une personne sur un projet de changement professionnel. Parce qu'en France, on est apparu dans les années 80, 82, enfant de la décentralisation, des premiers éléments de décentralisation voulus par les collectivités territoriales, et en même temps un changement de paradigme aussi dans les pratiques d'orientation.
à l'époque, les pratiques d'orientation, c'était en gros la NPE pour les demandeurs d'emploi, et puis l'éducation nationale pour les scolaires. Et puis il y avait quelques petites pour l'éducation surveillée, les sorties de prison, etc. Mais en tous les cas, c'était des personnes en difficulté. Et c'est vrai que la question des salariés se posait absolument pas. Les salariés étaient autonomes, en plus adultes tous. Hein, on est déjà bien constitués. Donc en fait, notre expérimentation dans les années 80 a montré qu'il fallait accompagner les adultes parce qu'on était dans un nouveau paradigme de changement sociétal. Notre culture d'orientation, l'histoire de l'orientation en France est une histoire très évaluative, hein, c'est franco-français, hein, on évalue beaucoup, on fait beaucoup de constats, et puis après on essaye de créer de faire de la prescription, hein, c'est-à-dire que la posture, en fait, avant, c'est une posture, enfin, qui fonctionne toujours, une posture d'expert qui va donc donner une prescription à quelqu'un qui, lui, est censé ne pas savoir grand-chose. Alors qu'évidemment, la maïotique du sujet, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est sortir, effectivement, le daimon, ce que disait Socrate, hein, qui a été le père spirituel, je dirais, d'Henri Desroches au départ. C'est sortir le daimon, c'est le petit génie qui est à l'intérieur de chacun. Hein, chacun a son petit génie et il faut pouvoir exciper ce génie-là et le transformer dans une voie professionnelle, sachant que l'orientation, c'est pas une fin en soi, c'est en fait, je dirais que c'est lié à l'emploi, que ce soit une création d'emploi, un accès à l'emploi, un changement d'emploi, une évolution dans l'emploi. Donc en fait, c'est lié quand même à la dimension d'activité professionnelle. Et comment, effectivement, dans sa vie, on vit son activité professionnelle. Et donc, c'est réfléchir, c'est penser son expérience. Hein, je pense que la plupart des structures d'information, d'orientation, la tendance, c'est quand même d'être distributeur de dispositifs. Il y a un dispositif, il y a des dispositifs, et puis vous choisissez, vous êtes censé pouvoir choisir et décider, alors qu'en fait, on s'aperçoit que tel qu'on a été, éduqué, que ce soit dans la famille ou à l'école, est-ce qu'on apprend à relire son expérience, à penser son expérience? Non, à l'école, on est orienté en fonction des résultats scolaires, donc c'est pas forcément une réflexion sur soi, mis à part, enfin, qui était illimitée en tous les cas. Mais et donc, les adultes n'ont pas forcément cet exercice-là. C'est un savoir-faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour les salariés, on a à peu près 40% de salariés qui viennent consulter dans notre réseau. Quand la loi de 2004 est sortie, avec l'obligation des entretiens professionnels, les employeurs se sont organisés pour former leur cadre aux entretiens professionnels. Mais est-ce qu'on a formé les salariés à un entretien professionnel? On leur donnait en fait un formulaire et puis il fallait qu'ils se débrouillent avec ce formulaire. Donc on a, grâce à le soutien de la Directe, notamment en Rhône-Alpes, on a mis en place une prestation d'accompagnement, c'était 9 heures, pour aider les personnes, les salariés, à exprimer leurs besoins. Alors effectivement, on peut dire que l'analyse des besoins, c'est pas forcément la première chose à faire, mais en tous les cas, pour une personne, c'est d'exprimer ses besoins. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qui dit besoin dit aussi désir. Et donc ça, c'est important d'apprendre de travailler cette question-là. Et donc la pédagogie de la guidance, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait, dans la sphère professionnelle, et comment je veux mener ce changement-là. Alors, la loi de 2014, effectivement, permet, quand on voit le cahier des charges du CEP, alors petite anecdote, le cahier des charges du CEP, il a été en partie rédigé par un IGAS, Philippe Dolk, qu'on a connu, il était directeur du travail en Savoie, et en fait, quand on a vu le cahier des charges du CEP, on s'est dit mais c'est notre cahier des charges de la guidance professionnelle personnalisée, c'est-à-dire niveau 1 de l'information, de l'accueil tout azimut, niveau 2 le conseil, l'accompagnement, et niveau 3 c'est le plan d'action, comment on aide la personne à concrétiser le projet qu'elle a élaboré en fonction
de son expérience. Un projet, c'est une construction. La question qui tue, c'est quel est ton projet à quelqu'un qui n'en a pas. Alors évidemment, il va raconter n'importe quoi, et ça, c'est très dommageable. Donc c'est une construction, le projet, et une construction qui se fait à partir de l'existence. Et c'est pour ça que l'autobiographie raisonnée, qui est cette analyse de la vie, hein, et l'intérêt justement de la pédagogie de Desroches, enfin de la méthodologie de Desroches, c'est qu'elle est axée sur le projet. Donc en orientation professionnelle, c'était très facile d'intégrer cette méthodologie d'histoire de vie. Petit détail aussi, notre université française, l'histoire de vie, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Hein, les histoires de vie, c'est né au Québec. C'est né en Suisse avec Dominicé, Québec, Gaston Pinault. Henri Desroches, il ne fait pas partie de l'université. Il était directeur de recherche à l'école des hautes études. L'université française, l'histoire de vie, bon, on a un sociologue, Bourdieu, qui a bien clamé que l'illusion biographique. Évidemment, dans un souci de scientificité, bien sûr qu'il y a une illusion biographique, mais on n'est pas là pour faire des études sur les personnes, on est là pour les accompagner dans un mouvement. Et peu importe ce qu'elles peuvent déclarer d'elles-mêmes. Elles peuvent déclarer d'elles-mêmes dans un entretien qui dure 1 heure, plusieurs heures d'affilée. Elles ont un discours sur elles. C'est du déclaratif, c'est du subjectif, bien sûr. On travaille que sur du subjectif. Mais à force de mettre à côté des subjectivités, on arrive à une certaine objectivité. Et donc, dans cette posture d'accompagnement, c'est une posture effectivement de médiateur, d'accompagnateur. Et on est complètement dans la pédagogie coopérative telle qu'elle a été décrite tout à l'heure par Maurice. C'est-à-dire cette pédagogie qui va faire en sorte qu'on va susciter l'implication de la personne. C'est-à-dire que si elle n'est pas impliquée, on ne va pas lui asséner une direction de projet, une direction de dispositif. Ça ne servira à rien. Et c'est pour ça qu'on a l'impression quand même que dans beaucoup de méthodologie d'orientation, on promène quand même un petit peu la personne. Et quand on voit notamment les personnes bénéficiaires du RSA, on va leur proposer de faire quelque chose. Et puis si ça marche, on va proposer autre chose. Et puis si ça ne marche pas, etc. Et je pense que tant qu'on n'a pas essayé de déterminer vraiment ce qui mobilise la personne dans son interne, dans son intérieur, son intériorité. Et donc, c'est tout un travail d'apprentissage de son intériorité, de réfléchir sur ce qu'elle a fait dans sa vie, de trouver le fil rouge, et l'autobiographie le permet. Voilà, donc je pense qu'on est aujourd'hui à l'aube d'un changement de posture, mais qui dit changement dit résistance. Notre réseau n'a pas pu être labellisé nationalement CEP, puisqu'on est dans 5 régions seulement, donc on est un petit réseau par le nombre, et puis on estime qu'on a des idées intéressantes à diffuser, et on les diffuse au plan national. Mais c'est vrai que ce changement de posture, il est obligatoire aussi, il est voulu par la société. Toutes les lois, elles sont aussi le reflet des besoins d'une société. Donc on apprécie beaucoup cette loi de 2014, mais sa mise en œuvre est très exigeante, et je pense qu'elle va prendre du temps pour justement arriver à cette culture commune, parce qu'on a des histoires d'institutions différentes. Pôle emploi, éducation nationale, les fonds GESIF, les missions locales depuis maintenant 30 ans aussi, les maisons de l'emploi qui se sont rajoutées, les cités des métiers. Tout cela fait qu'on a un paysage extrêmement riche. Je pense qu'on est le pays en Europe où le paysage est le plus riche, mais trop cloisonné. Et le SPRO, justement, c'est la volonté du législateur, donc avec l'appui des régions, de décloisonner et d'arriver à cette culture commune de l'orientation, avec cette exigence que c'est la personne, parce que rendre acteur une personne, c'est pas comme ça qu'on le fait. Je dirais que c'est un travail, c'est un apprentissage. Voilà, je pense que c'est un apprentissage, et il faut des facilitateurs de cet apprentissage-là. Donc on se situe dans cette optique-là. Voilà. Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'employeur, donc notamment au niveau des N+1 qui font passer les entretiens professionnels, ce que vous êtes en train de dire me pose plein de questions. Je me dis que c'est un vrai métier,
qu'il faut que nous, employeurs, on oriente déjà vers des MIF. Bon. Mais bon, tout ça pour dire que je m'interroge sur, là j'étais en train de dire, les compétences des nouveaux conseillers emploi, donc évolution professionnelle, pardon, dans le cadre des OPCA même, hein, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là, mais voilà, quel a été leur parcours professionnel avant d'être là. Bon, voilà, nous, en tant qu'employeur, il faut aussi qu'on soit très attentif vers où on va orienter nos salariés, sachant qu'en plus, on a des salariés qui, comme vous le disiez, n'ont pas particulièrement envie de faire de la formation, que pourtant il faut qu'on arrive, puisque c'est de la responsabilité, puisqu'au bout de 6 ans, si ces personnes n'ont pas fait de formation, on serait pénalisé. Du coup, il faut bien quand même qu'on réussisse à toucher un petit quelque chose, une petite envie pour leur donner au moins cette envie d'aller vous voir pour travailler leur projet et leur parcours professionnel, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que les structures labellisées CEP, notamment les OPACIF, ont bien compris que sur les 3 niveaux, sur les 3 phases du processus de conseil en évolution professionnelle, un certain nombre vont sous-traiter à des structures. Par exemple, notre réseau, on a une convention avec Uniformation, mais en Rhône-Alpes uniquement, parce que bon, on n'est pas présent en PACA, mais on est prestataire, je dirais, d'uniformation sur le niveau 2 du CEP. Et je pense que pour un employeur, je crois que c'est important. Ce CEP existe avec un cahier des charges bien précis, et ça peut aider vos N+1 pour débroussailler cette question existentielle du projet professionnel, quoi, en fait. Donc, alors, effectivement, il faudra peut-être voir dans vos territoires qu'est-ce qui est le plus à même de faire ça. Parce que dans les labellisés CEP, vous avez Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, vous avez mission locale pour les jeunes, vous avez et donc pour les salariés, c'est uniquement les fonds GESIF et OPACIF. Enfin, c'est uniquement, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en place. Il y a le Cap emploi pour les travailleurs handicapés, l'APEC pour les cadres. Donc en fait, on a reconstitué le cloisonnement par public qu'on voulait à l'origine diminuer, quoi. Moi, ce que je trouve incohérent, c'est qu'un salarié qui souhaite bénéficier donc d'un CEP doive le faire en dehors du temps de travail. Non, c'est le CPF. Alors attendez, le CEP. Non, ah oui, le CEP, c'est en deux. Oui, parce donc que on parle de projet professionnel, mais finalement, voilà, c'est. Parce que le CEP est beaucoup plus large. Autant le CPF, c'est une négociation avec l'employeur et le salarié. Le CEP peut permettre aussi à un salarié d'envisager un projet de création d'entreprise, de reconversion. Donc, c'est pas forcément à la demande de l'employeur ou pour répondre aux besoins de l'employeur. Mais on sait bien que depuis 2004, l'employeur a une obligation de maintien des compétences. Et alors, s'il a bien conscientisé, si la plupart des employeurs ont conscientisé, et c'est pas encore tout à fait le cas, les salariés l'ont pas encore conscientisé. Parce que on est encore dans l'esprit où on va sur un métier jusqu'à la fin de la vie, mis à part les aléas. Et puis le problème, c'est que les aléas sont de plus en plus nombreux. Donc les salariés sont pas du tout préparés à changer. Alors les jeunes un peu plus. Je pense que le zapping, on le voit chez les jeunes et bon. Je crois que la société va changer de ce côté-là. Monsieur, un dernier mot ? Oui, par rapport à la notion de CEP, alors effectivement la notion de CEP, c'est 3 niveaux d'intervention. Je crois que le premier niveau qui est le plus important, c'est le premier niveau, c'est l'information conseil. C'est effectivement ce premier niveau qui permet déjà de traduire la demande et éventuellement de réaiguiller ou pas, ou de répondre ou pas à la personne. Et en termes de coopération, la région a voulu mettre en place des plateformes, et notamment une plateforme téléphonique, puisqu'il y a le 800 600 007, c'est facile à retenir en ce moment, qui vous permet effectivement d'avoir ce premier niveau d'information.
Le CEP, c'est autre chose. C'est vraiment travailler soit sur le projet professionnel, donc on rentre dans quelque chose où la personne est complètement déstabilisée, désorganisée, où elle n'a pas effectivement de repères, où elle est vraiment perdue dans sa trajectoire, dans son parcours, etc. On est vraiment sur de l'action précise. On n'est pas sur de l'orientation généraliste. On est vraiment sur... C'est pas du bilan de compétences, mais c'est effectivement quelque chose qui se rapproche du bilan de compétences. Et puis, troisième niveau, c'est bien d'intervention en termes d'ingénierie financière. Parce que la question première est difficile, enfin aussi par rapport à une orientation ou à un choix de formation ou à un choix de parcours, c'est de trouver aussi les moyens de pouvoir se sécuriser financièrement ce parcours. Donc je crois que en tant qu'employeur, la plateforme téléphonique est un espace de conseil, d'information à valoriser.